La liberté du commerce favorise-t-elle le bien universel? Thèse. Au moyen du commerce, les hommes peuvent obtenir ce qu'ils veulent sans avoir recours à la violence. Antithèse. Les rapports commerciaux sont des rapports purement utilitaires, dont le seul terme est la violence concurrentielle. Thèse. La liberté du commerce favorise le bien universel. En effet, les rapports commerciaux excluent les rapports belliqueux. Plus grandes sont les libertés commerciales, plus les États et les particuliers peuvent servir leurs intérêts tout en contribuant au bien universel. Premier argument, l'esprit commercial est pacificateur. L'esprit commercial est incompatible avec la guerre, pense Kant dans son projet de paix perpétuelle. À cet esprit s'associe l'appât du gain. Or, comme parmi toutes les puissances subordonnées à celle de l'État, la puissance de l'argent est sans doute la plus sûre, les États se voient dans l'obligation de travailler au progrès de la paix. Deuxième argument, l'espoir d'un profit annule l'éventualité d'un conflit. Max Weber définit ainsi l'action économique capitaliste. Elle repose sur l'espoir d'un profit par l'exploitation des possibilités d'échange, c'est-à-dire sur les chances pacifiques de profit. L'éthique protestante est l'esprit du capitalisme. Le commerce permet de mettre en commun des intérêts particuliers. Troisième argument, la liberté du commerce est universellement profitable. Dans un système de parfaite liberté du commerce, écrit David Ricardo, dans Des principes de l'économie politique et de l'impôt, chaque État peut proposer à un autre ce qu'il sait le mieux produire. Il tire avantage de tels échanges commerciaux, et cet avantage s'accorde admirablement avec le bien universel. En bref, en tant que le commerce est une forme d'échange qui interdit les rapports violents, en tant qu'il se fonde sur l'espoir d'un profit réciproque, il renforce les liens entre les États et les particuliers. Antithèse, la liberté du commerce ne favorise pas le bien universel. En effet, l'esprit commercial fait très peu de cas de la moralité. La quête du profit avilit les relations entre les hommes. Moins les échanges sont soumis au contrôle du politique, plus ils deviennent violents. Premier argument, la race des marchands est une race très folle et très sordide. Erasme n'a pas de mot assez dur pour définir la race des marchands. Avide d'argent, ils mentent à qui mieux, se parjurent, volent, fraudent, trompent et n'en prétendent pas moins à la considération, grâce aux anneaux d'or qui encerclent leurs doigts. Éloge de la folie. Autrement dit, l'habile commerçant est un fieffé gredin. Deuxième argument, les liens commerciaux sont des liens d'intérêt. Adorno, dans Minima Moralia, se désole et s'offusque de constater que l'esprit commercial sert de plus en plus de modèle à l'ensemble des liens que les hommes peuvent tisser entre eux. Or, écrit-il, la délicatesse entre les êtres n'est rien d'autre que la conscience que sont possibles des relations affranchies de finalités utilitaires. Troisième argument, le commerce aboutit à la guerre. Avec la mondialisation, force est de constater que le commerce, déjà violent à l'époque du colonialisme, engendre des guerres économiques de plus en plus impitoyables. Il est faux de croire que ces guerres ont au moins l'avantage de ne pas tuer. C'est tuer un homme que de le priver de toute ressource, que de l'acculer au suicide. En bref, si le commerce est fédératif, il ne fédère pas les peuples, mais les pays les plus riches, dont la politique économique est de favoriser, au moyen du libre-échange, l'accumulation exponentielle du capital. Synthèse. Les apologistes du commerce libéral, que sont Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, ont, volontairement ou involontairement, ignoré qu'en matière de commerce, comme dans tout autre domaine, les conduites humaines, essentiellement soumises au désir, ne s'autorégulent pas. Cela signifie qu'elles doivent être soumises à des lois que seuls les États ont la possibilité d'appliquer. S'il est vrai que les pays les plus industrialisés n'ont plus intérêt à entrer en guerre les uns contre les autres, il est tout aussi vrai que les échanges commerciaux, aujourd'hui, ont tout d'une guerre économique internationale, d'autant plus terrible qu'aucune instance supérieure n'en limite l'extension. Les hommes ont utilisé des armes pour s'entretuer. Après 2 guerres mondiales meurtrières, le XXe siècle a trouvé une nouvelle manière de faire la guerre, laquelle consiste à conquérir, dominer, déposséder au moyen d'armes économiques. Note et commentaire, mondialisation, terme par lequel on désigne l'extension, à un niveau planétaire, de la concurrence économique libérale. La mondialisation est dénoncée par de nombreuses personnes qui y voient un alibi utilisé par les chefs d'entreprise pour précariser la situation des salariés en invoquant le danger posé par la concurrence mondiale.
Par ailleurs, la mondialisation peut avoir pour effet de faire dépendre le bien-être économique d'une entreprise, d'une région, voire d'un pays entier, de décideurs étrangers qui ne cherchent que leur profit. Citation. La société de l'abondance s'enrichit par le meurtre. Elle accepte la juxtaposition d'un luxe de pacotille et d'une misère qui met l'homme en dessous de la bête. Elle préfère l'argent à la vie et l'accumulation du capital à l'épanouissement de la ressource humaine.